Allez, on attaque le 6ème chapitre de mon épopée temporelle dans l'histoire du gaming. On est en juillet, donc ça va faire un peu plus de 6 mois que je n'ai pas joué à un jeu moderne du tout. Mais là, je suis quand même vachement content, puisqu'on va s'attaquer à peut-être la génération que je porte le plus dans mon cœur, la génération 128 bits, puisque c'est à partir de là que, on va dire que j'ai mûri dans ma culture du jeu vidéo. Et puis, c'est une époque fascinante, on avait quand même 4 constructeurs différents, donc Sega, Nintendo, Sony et Microsoft qui débarquaient, et on n'imagine pas aujourd'hui 4 concurrents sur à peu près le même marché des consoles. Et du coup, il y a plein de choses passionnantes qu'on va analyser ensemble maintenant. La Dreamcast. Déjà, mon premier contact avec la bête, comme d'hab, c'est sa manette. Alors même si je sais que par rapport au standard actuel, c'est pas ce qu'il y a de plus ergonomique, je trouve que pour l'époque, ça faisait vraiment très futuriste. Des gâchettes analogiques, pour de vrai, des poignées qui rentrent bien dans les paumes, mais que je trouve quand même pas assez épaisses. Ça change, elles font un peu plates par rapport à ne serait-ce qu'à la DualShock. Mais sinon, le joystick est bien positionné, et surtout, il y a 2 ports à l'intérieur, donc tu peux t'en servir pour mettre un kit vibration comme sur la 64, mais aussi ta carte mémoire en même temps. Et la carte mémoire, c'est une des caractéristiques futuristes de la Dreamcast justement, puisque tu as l'écran qui s'affiche dessus, donc in-game parfois ça te transmet quelques infos, mais sinon hors jeu, c'est comme une petite console à part entière avec son propre écran, et tu peux gérer tes sauvegardes, ou jouer à des petits mini-jeux justement que tu auras uploadé dessus grâce à certains jeux. Ça fait un peu Tamagotchi, sur le papier c'est une super idée, mais en pratique, ça n'a pas été très exploité, les jeux sont pas hyper inventifs sur le VMU, donc le Visual Memory Unit, je crois que c'est ça comme ça que ça s'appelle. Et au final, on s'en sert juste pour sauvegarder comme n'importe quelle carte mémoire. Pour parler de la console en elle-même, si la PS1 elle a démocratisé l'utilisation de la 3D, la 64 a apporté une dimension plus vaste aux environnements, au détriment du framerate souvent, et ben la Dreamcast bouleverse pas l'utilisation de la 3D déjà bien évoluée de la 64, mais elle apporte une qualité de rendu vraiment d'un tout autre niveau. Tout est beaucoup plus fin, bien plus fluide, plus beau. Là, on sent vraiment qu'on passe à la next-gen pour la première fois depuis des années. Elle était très puissante pour l'époque, mais elle est arrivée assez tôt sur le marché, donc beaucoup de jeux exploitaient pas vraiment la puissance au début. On avait beaucoup de jeux multi-supports ou des portages PS1 qui étaient plus fins et tournaient de manière hyper fluide en comparaison, mais dans l'ambition, ça dépassait pas celle des jeux 32 bits, avant qu'on ait des vrais jeux exclus. Faut se dire que c'était un peu l'équivalent de la PS4 Pro ou Xbox One X de l'époque, pour avoir des jeux 32 bits, mais surboostés. La console a eu une vie assez courte, vous le savez, mais Sega ont tellement géré qu'ils ont très vite sorti la masse de jeux dessus, et des nouvelles licences très variées. Elle a finalement un catalogue de qualité plutôt riche, peut-être même plus riche que celui de la 64. Les jeux que je retiens pour le début de vie, c'est Sonic Adventure, parce qu'il te montre qu'on peut enfin faire des jeux fluides dans des zones vastes, et encore c'est que en 30 fps, mais le deuxième sera en 60. Il y a de la mise en scène grand spectacle, avec les loopings, la vitesse, tout ça, et l'orque au début qui jaillit de l'eau. C'est pas le genre de truc qu'on avait l'habitude de voir sur PS1 et sur 64. Où on avait encore des jeux au rythme assez lent en comparaison. Là, ça allait bien plus vite. Resident Evil, Code Veronica, ça par contre c'est pas rapide, mais ça nous montre que grâce aux 128 bits, l'ère des décors pré-rendus en 2D est révolue. On peut enfin faire scroller même des plans de caméra fixe, et ce naturellement parce que le jeu est en full 3D. Sur 128 bits, il y a plusieurs jeux qui commencent à montrer des lumières dynamiques, avec par exemple une lampe qui se balance. C'est le genre d'effet qui rajoute du réalisme au visuel par rapport aux 32 bits, et ça c'est possible sur Code Veronica vu que les décors c'est plus des images fixes en 2D. Mais c'est pas encore une révolution du gameplay, la 128 bits à ce stade. On n'en est pas encore à des trucs comme Resident Evil 4. Et globalement sur Dreamcast, à part quand c'est un jeu de plateforme cartoon, la base des déplacements humanoïdes dans un environnement 3D, c'est encore souvent des contrôles de tank à la Tomb Raider ou Resident Evil. Vous savez, la direction bas va toujours faire reculer en marche arrière ton héros, que ça soit sur Nomad Soul, Shenmue ou le Prince of Persia 3D. On n'a pas un contrôle très fluide de son personnage, on peut pas faire un demi-tour facilement, et c'est quelque chose qui va se perdre
avec les consoles suivantes où le stick sera vraiment mis à contribution de manière analogique pour qu'on puisse facilement changer de direction. Mais sur Dreamcast, on n'a pas toujours besoin du stick parce qu'il y a encore quelques jeux 2D qui survivent, surtout des jeux de baston. Et clairement, un truc comme Street Fighter 3, c'est magnifique. On est même un poil au-dessus des derniers jeux de la Neo Geo en termes de détails et d'animation. Sinon, sur la plupart des jeux, j'ai remarqué un truc sur comment sont gérés les environnements. Il faut s'imaginer un papier peint 2D dans le fond de tous les jeux, et près de ton perso, dans un rayon d'à peine une dizaine de mètres autour de toi, et ben c'est ici que sont les polygones. Souvent des bâtiments ou des murs qui te cachent le fait que derrière ces quelques mètres, il n'y a plus rien, il y a juste le fond en 2D. Mais quand tu avances dans cet environnement, et ben c'est là que ça charge ce qui n'était pas visible derrière. C'est pour ça que sur PS1, il y avait autant de couloirs et de petites zones, le temps que ça charge le reste du décor. Et sur Dreamcast, bien sûr, c'est amélioré, mais que ça soit sur Sonic Adventure 2 ou même Shenmue, tu vois le décalage entre le modèle 3D tout près de toi et le fond du décor en 2D. Alors qu'à l'avenir, sur PS2 ou GameCube, que ça soit Shadow of the Colossus ou Wind Waker, t'as pas un fond 2D qui se détache autant du reste et qui se distingue de manière aussi évidente. Après la Dreamcast, il y aura plus de décors en 3D, même s'ils sont pas forcément totalement chargés, tous les détails ils apparaissent pas tant que tu t'es pas approché. Mais c'est peut-être ça qui permet à la Dreamcast d'avoir globalement des jeux souvent plus fluides que sur PS2. C'est parce que c'est des jeux qui affichent en général moins de choses. La Dreamcast, elle a l'air d'être encore enfermée sur une façon de concevoir les jeux tels qu'on les concevait sur la PS1. Donc forcément, vu qu'elle est plus puissante, les jeux tournent bien, souvent en 60 FPS. Alors que sur la PS2, là on est passé à une autre génération et on conçoit plus le développement de jeu de la même façon que sur PS1 à base de petits couloirs pour charger la zone suivante qui est à 10 mètres. Mais en conséquence, ils deviennent très rares les jeux qui tournent en 60 FPS. Et puis la Dreamcast, c'est aussi l'arrivée du 60 Hz sur console en Europe. Parce qu'avant ça, les consoles précédentes en Europe, et en France donc, elles étaient bridées à 50 Hz. Donc on avait des jeux plus lents qu'aux États-Unis ou au Japon. Parce que pendant longtemps en Europe, on avait un autre format d'image sur les téléviseurs, donc ça faisait que du 50 Hz, mais en vrai c'est abusé, parce que ça c'était plutôt dans les années 70-80, mais dès les années 90, c'est bon, il y avait même en Europe plein de télés qui faisaient du 60 Hz. Ça aurait été bien qu'ils laissent l'option plutôt que de juste brider toutes les consoles à 50 Hz. Et donc la Dreamcast, c'était un premier pas vers cette option, parce qu'il y a pas mal de jeux qui te permettaient de choisir dès le départ, est-ce que tu veux du 50 Hz ou du 60 Hz. Et ce, bien plus souvent que sur PS2. Sur PS2, on a encore plein de jeux qui nous laissent même pas jouer en 60 Hz. Donc là, franchement, la Dreamcast, elle marque un point. Et la Dreamcast, elle en marque un paquet de points, parce que c'est une console que j'aime bien, il y a des licences attachantes, des jeux variés, un savant mélange entre jeux d'arcade et grosses aventures en solo. Je veux pas être très original, mais moi ce que je retiens le plus dessus, c'est Shenmue. Ce qui pêche un peu par contre pour une 128 bits, c'est le manque d'un deuxième joystick, qui va devenir la base dès les consoles suivantes. Et aussi sa puissance, qui va pas lui permettre de s'aligner avec la concurrence une fois qu'il y aura eu la GameCube et la Xbox de sortie. On imagine que si la Dreamcast elle avait continué sa vie, on aurait eu beaucoup moins de portages multi-support. Parce qu'elle pouvait pas afficher autant de polygones que sur une PS2. Et déjà souvent, dans les jeux multi-support, la version PS2 c'était la version la plus cheap. Donc on n'imagine même pas comment ça aurait pu tourner sur une Dreamcast. D'ailleurs, parlons-en de la PS2. La manette PS2, il n'y a pas de changement avec la DualShock 1, c'est la même prise en main, la même disposition de boutons, sauf qu'il y a écrit 2 cette fois-ci sur la manette. Alors en théorie, la nouveauté c'est qu'il y a des boutons analogiques en façade, donc je parle pas des gâchettes mais bien des boutons X, carré, triangle, qui ont différents niveaux de pression, mais t'as pas de retour, c'est pour ça que c'est pas très exploité en fait par les devs. Généralement t'appuies ou t'appuies pas, mais t'es pas en train de nuancer ta pression, contrairement à une gâchette analogique sur la Xbox. Donc c'est la même manette que la génération précédente. Et pourtant, au vu de cette manette, elle faisait next-gen. Et pourquoi ? Parce qu'elle était de couleur noire. Et ça, c'était une couleur inédite à cette époque. La PS1 et la 64, c'était plutôt gris, la Dreamcast, c'était blanc. Et là, voir arriver une nouvelle console, la plus puissante du marché, avec du noir pur, c'est tout con, mais il y a des modes dans les couleurs. Alors quand tu viens chambouler les standards, tu te distingues des autres. Un peu comme la PS5 qui sortait avec une manette blanche.
Ça contrastait d'autant plus que la mode était au noir en 2020. Mais pour revenir à la PS2 et sa DualShock 2, elle est toujours ergonomique, donc à l'usage, même si elle change pas, je la trouve quand même plus pratique qu'une manette Dreamcast. Par contre, je trouve les vibrations de la Dreamcast plus nuancées et plus précises que celles de la PS2. Sur PS2, c'est vraiment des grosses vibrations bourrines. Par contre, la machine en elle-même, elle a une certaine classe. La Dreamcast, elle était assez compacte, et la PS2, elle est bien plus grosse, mais ça renvoyait à cette idée de maintenant on a besoin de plus de place pour plus de puissance. Et par exemple, sur le bouton Power, rien que la petite LED de couleur verte ou bleue, ça faisait moderne, parce que c'était léger, et ça faisait moins années 90 que la grosse lumière de la Dreamcast qui rappelait déjà plus celle de la 64 ou de la PS1. Alors la PS2 c'était un phénomène dès le départ parce que déjà c'était la suite de la PlayStation qui avait cartonné et en plus elle était rétrocompatible avec tous les jeux PlayStation 1. Et la rétrocompatibilité c'était absolument pas quelque chose de banal à l'époque. Par exemple la Dreamcast ne lisait pas les jeux Saturn et la 64 ne lisait pas les jeux Super Nintendo. Mais surtout, au début des années 2000, on passait à un nouveau format pour mater des films chez soi, on commençait à remplacer le format VHS par le DVD. Et la PS2 lisait les DVD, qui permettaient de stocker bien plus de données qu'un CD-ROM normal, donc on a eu sur PS2 des jeux plus ambitieux, avec plus de vidéos, plus de cinématiques, et il n'y avait pas besoin pour ça de mettre 4 CD-ROM dans la boîte. Un seul DVD suffisait. Même si au début de vie de la PS2, on avait encore des jeux au format CD-ROM, on les reconnaît parce que le dos du disque il est bleu. D'ailleurs les premiers jeux de la PS2 ça volait pas très haut, c'était assez naze pendant de nombreux mois, et les jeux étaient pas au-dessus d'une Dreamcast graphiquement. Puis avec le temps, on a gagné en richesse d'affichage, c'est moins vide, on a plus d'éléments à l'écran, et les grosses licences font leur retour, comme Metal Gear Solid 2 ou Final Fantasy X. Et là, la PS2 devient vraiment incontournable, avec ses chiffres de vente énormes, et tous les jeux qui sortent dessus. Les années passent, et on distingue de plus en plus la différence entre les jeux Dreamcast et les jeux PS2. Sur PS2, tout est plus détaillé, surtout les persos. Leurs vêtements, ils auront plein de petits éléments supplémentaires et pas juste une texture simple collée sur le polygone du personnage. Et même les visages sont plus réalistes. Ils sont plus expressifs dans les cinématiques. T'as les lèvres qui bougent ou les yeux et les paupières qui se ferment de manière convaincante. C'est d'autant plus flagrant quand tu retournes sur Dreamcast ensuite. Alors c'est toujours lisse, coloré et fluide, mais c'est plus simple les textures. Et les visages, ils font plus figés. Genre par exemple, les yeux, c'est souvent une image d'œil ouvert, et pour simuler un clignement d'yeux, tu vas avoir une image d'œil fermé dessus. Donc ça va alterner entre les deux images. Donc ça fait très figé, là où sur PS2, bien plus souvent, tu vas avoir une animation de fermeture de la paupière. Et en parlant d'animation, ça s'applique aussi au mouvement des personnages dans leur entièreté. Un jeu comme Ico, mais alors les mouvements ils sont tellement réalistes et fluides alors qu'on est en 2001, c'est trop beau et on n'imaginerait pas du tout ça sur Dreamcast à cette époque. Sur PS2 on a 2 sticks, donc on commence enfin à avoir une full caméra libre dans plein de jeux, contrairement à la Dreamcast où c'était juste des rotations autour de ton perso grâce aux gâchettes. Sur PS2 non, t'as une caméra analogique dans toutes les directions, comme dans Tomb Raider Legends par exemple, qui au passage, Tomb Raider ça devient enfin une bonne série, bien plus agréable à manier que les épisodes 32 bits. Et en parlant de caméra libre, c'était pas encore standardisé quelle direction aller où. Parfois ton stick, quand t'allais à droite, la caméra allait à gauche, parfois c'était l'inverse, et dans les menus, fallait souvent faire inverser pour qu'elle soit en mode normal, tel qu'on considérerait une caméra normale aujourd'hui. Et certains jeux, ils ont même pas cette option, donc t'es obligé de jouer avec une caméra inversée. Je pense que c'est un des trucs qui a le plus vieilli sur cette génération. La PS2, c'est aussi le début des open world à la GTA. Bon, c'est un peu moche par rapport aux autres jeux 3D de la console, mais faut bien réduire les graphismes pour permettre l'affichage d'un tel environnement, d'une telle distance d'affichage justement, et la PS2 peut le faire. Ça prouve qu'avec des consoles plus puissantes, il y a aussi de nouveaux styles de jeux qui se démocratisent. Et l'arrivée de GTA en 3D, ça va bouleverser l'industrie et beaucoup de développeurs s'en inspireront. Il y a juste tellement de jeux sur cette console, et t'en as pour tous les styles, les grosses aventures solo, les RPG, les jeux d'action. Il y a même plein de jeux multijoueurs originaux, donc elle concurrence même Nintendo sur le marché du jeu fun familial,
avec des trucs comme SingStar, Buzz, vous savez le truc de culture générale où tu joues à 4 avec des buzzers, Guitar Hero ou même Lightoy, c'est le début des jeux où tu bouges devant ta télé. Il y a aussi un paquet de jeux de course dans cette mode rock californien des années 2000, les Need for Speed, Burnout entre autres, mais je préférerais toujours la conduite d'un bon Ridge Racer 5 du lancement, même si ça manque de contenu en comparaison. Mais moi ce que je retiens le plus sur la machine, c'est les RPG, Final Fantasy XII et Dragon Quest VIII, qui ont été des véritables voyages mémorables pour moi. Qu'est-ce que je les aime ces jeux. Final Fantasy XII, c'est le jeu qui m'a fait acheter une PS2. Et ça a été une telle claque pour moi quand j'étais enfant, parce que c'était le jeu le plus ambitieux et riche auquel j'avais jamais joué dans ma vie de gamer. Ça veut pas dire que ça existait pas avant, mais moi c'était le premier jeu qui se mettait comme ça au travers de mon chemin. Et sinon j'aime bien les jeux d'action-aventure, à la Metal Gear Solid 3, Okami, et bien sûr Shadow of the Colossus, qui pousse la console dans ses derniers retranchements. Et ça se voit même en termes de fluidité. Mais c'est quand même super cool. C'est fou de se dire que c'était le jeu le plus épique qui soit à l'époque, alors qu'il est sorti sur la console la moins puissante du marché en 2006. Mais la PS2 elle avait une telle réputation que j'avais l'impression que c'était un monstre de puissance. Moi à l'époque j'avais la GameCube, et j'avais toujours considéré que la GameCube c'était moins puissant qu'une PS2, et quand j'ai appris dans le futur que c'était pas le cas, que c'était l'inverse, j'étais choqué. D'ailleurs parlons-en de la GameCube. La console, elle est assez petite, je trouve. Le fait que ça soit cubique, ça optimise l'espace. Un peu comme la Series X d'aujourd'hui, ça la rend bien compacte. Comme quoi, c'est pas la taille de la console qui est proportionnelle à sa puissance, parce que la GameCube était plus puissante sur le papier qu'une PS2, alors que la PS2 était presque 2 fois plus grosse, quoi. Mais au niveau de la PS2, c'était surtout une mauvaise gestion de l'espace. On le verra avec la PS2 Slim, qu'il y avait moyen de réduire drastiquement tout ça. Donc la GameCube est assez petite, et même ses disques sont assez petits, c'est peut-être la moitié de la taille d'un DVD, donc je trouve que c'est une console bien designée. Le fait qu'il y ait des disques plus petits, ça permettait des temps de chargement plus rapides. Le revers de la médaille de ces petits disques, c'est que la capacité de stockage est moins grande, donc pour les jeux qui ont pas mal de cinématiques, c'est monnaie courante de voir 2 disques dans la boîte. Comme à mon habitude, un petit mot sur la manette. Et là, c'est une petite merveille d'ergonomie, encore utilisée aujourd'hui par beaucoup de joueurs. Et pourtant, tous les jeux seraient pas forcément pratiques avec cette manette plus atypique qu'elle en a l'air. Mais en tout cas, tous les jeux conçus véritablement pour la console et qui prennent en compte cette disposition de boutons, mais ils arrivent à faire des choses bien sympas. Moi, j'ai commencé ma rétrospective GameCube avec Luigi's Mansion, vu que c'était le gros jeu solo de lancement de Nintendo. Et dans un premier temps, graphiquement, je vois pas trop la différence avec la Dreamcast ou la PS2. C'est de la 128 bits comme ce qu'on a déjà vu. Sauf que là, sur GameCube, c'est saupoudré de petits effets visuels qui rendent vachement bien. Comme les effets de lumière vraiment convaincants, vu que t'as une lampe torche dans des endroits sombres, la lumière dynamique rend très bien. Et j'ai aussi constaté pour la première fois une bonne physique, avec par exemple la façon dont les tissus bougent quand tu les aspires avec l'aspirateur de Luigi. Il y a des interactions avec le décor, dans le moindre chandelier, tu aspires et ça bouge. Tout ce qui est feedback de tes actions ajoute un côté vivant au décor, et ça je l'avais jamais vu sur Dreamcast. Et même quand t'aspires et tu te déplaces, tu vois de la poussière ou des légères particules dans l'air, ça rend vachement bien. Parce que sinon, niveau qualité des textures et modélisation générale, là y a rien de nouveau. Et vu que les héros de Nintendo sont plutôt cartoon, les textures des persos et les visages sont assez grossiers, donc c'est surtout dans les effets inédits qu'on voit la différence. Rien que dans Pokémon Colosseum, j'ai vu un paquet d'effets que j'avais jamais vu avant sur 128 bits. Quand tes Pokémon ils attaquent, il y a des mouvements de liquide, des déformations, des effets de lumière, de particules, qui rendent vachement bien. Sur certains jeux multi-supports, ça arrive que la version GameCube soit légèrement au-dessus de la version PS2 parce que les développeurs ont su tirer parti de cette puissance supplémentaire. Et ça peut se voir dans la fluidité, par exemple Super Monkey Ball, qui est un de mes jeux typés arcade préférés de la console, il tourne en 60 fps, alors que Monkey Ball sur PS2, c'est en 30, et j'en profite pour rappeler que le joystick de la GameCube, il est super précis, et c'est peut-être tout simplement le plus agréable de la génération. Je trouve qu'à l'image de ce que Nintendo a fait sur la 64, encore sur la GameCube, ils étaient à l'avant-garde de l'inventivité et de l'originalité dans le game design. Je vous renvoie vers le chapitre précédent sur la génération précédente, mais là, pareil, Nintendo continue d'inventer des concepts qui changent de ce qu'on voit dans l'industrie.
que ça soit la jouabilité de Luigi's Mansion, manette en main, ça se joue pas comme les autres jeux de cette époque. Et même Pikmin, l'utilisation de l'eau dans Mario Sunshine, ou même le grand océan de Wind Waker, et ses superbes animations pour l'époque. Selon moi, Nintendo, ça reste ceux qui apportent le plus aux jeux vidéo, et même à cette période. Mais j'insiste, je dis pas ça à la légère, prenez ça au pied de la lettre. Pour moi, au début des années 2000, Nintendo, qui sort aussitôt sur sa machine des jeux aussi novateurs que Mario Sunshine, Wind Waker, Metroid Prime, c'est fou. Parce que sinon, les jeux d'éditeurs tiers, il y en a quelques-uns, mais tellement moins que sur PS2, qu'au final, le catalogue GameCube paraît bien plus maigre, et c'est peut-être ça qui fait que ça se vendait pas trop aussi. Fallait vraiment surkiffer les licences Nintendo. Et en tout cas, j'avais aucun pote de mon âge qui avait et la GameCube et la PS2. Soit t'étais dans les licences Nintendo, soit tu pouvais jouer à toutes les autres licences du monde du jeu vidéo sur PS2. Et encore, au tout début de vie de la GameCube, il n'y avait pas encore trop de jeux exclus, donc c'était juste une PS2 en beaucoup moins bien. Finalement, ça rappelle un peu le début de vie de la Wii U. Mais n'abusons pas non plus, en termes de soutien des éditeurs tiers, c'était absolument pas comparable avec l'ère 64. Là, sur GameCube, on a quand même eu Capcom, Konami, Ubisoft, qui sortaient régulièrement des jeux. Et puis la GameCube à cette époque, ça reste la console du multijoueur local, avec les Mario Party et tous les nouveaux jeux Mario de sport, genre football, mais aussi et surtout Mario Kart Double Dash et Super Smash Bros Melee, qui a tellement perfectionné la recette du jeu 64. C'est une célébration des univers Nintendo, notamment avec tous les trophées à collectionner, et symboliquement, c'est fort ce qu'ils ont fait avec ce jeu, et c'est pas étonnant que ça soit le jeu le mieux vendu de la GameCube. Ça montre aussi en quoi, surtout à l'époque, c'est Nintendo comme entreprise qui avait les licences les plus mémorables, les plus identifiables, les persos hauts en couleur, et ils savaient capitaliser dessus de génération en génération en célébrant leurs anciennes licences au sein d'un même jeu, Smash Bros Melee. Donc un côté familial et convivial bien sûr, mais en parallèle, je trouve qu'on a eu un paquet d'exclus GameCube qui avait un niveau de difficulté ultra élevé par rapport à ce qu'on connaît du jeu vidéo maintenant. On n'en est pas encore à l'heure de l'accessibilité de la Wii, donc c'est encore considéré comme une vraie machine de gamer aujourd'hui la GameCube. Moi, mes jeux préférés de la console, c'est Twilight Princess, Paper Mario la porte millénaire, Super Monkey Ball, Resident Evil 4. De toute façon, c'était la console des Resident Evil, la GameCube. Et j'adore me refaire des grands chelems sur Mario Kart Double Dash très souvent. On termine avec la Xbox, dernière 128 bits de ce chapitre. Même si dans les faits, c'était plus très pertinent de parler de bits à l'époque, vu qu'un processeur 32 bits sur un PC suffit encore pour faire tourner tous les jeux de la Terre. Le premier choc, c'est la grosseur de tout. La console qui est énorme et lourde, surtout à côté d'une Dreamcast ou d'une GameCube. La manette Duke qui est incomparable en termes de grosseur aux autres manettes. Mais franchement, moi j'aime bien. Et je trouve ça même plutôt confortable. Les vibrations sont bonnes. Avec des grosses poignées comme ça rend bien. Et elle a un côté next-gen pour l'époque avec ses boutons d'action transparents. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça sur une manette. Ce que j'aime avec la console dès le début de vie, c'est qu'elle a eu plein de gros jeux Sega. Et vu que la production de Dreamcast venait d'être arrêtée, c'était presque comme avoir une Dreamcast 2. Et même la manette et sa disposition de boutons, les 2 ports carte mémoire, le faux petits écrans sur la manette, elle emprunte beaucoup à la Dreamcast. Puis grâce à des jeux comme Panzer Dragoon Horta, Jet Set Radio Future, Shenmue 2, Outrun 2, Sega GT2, Crazy Taxi 3, très vite, elle a eu des licences cultes exclusives. Le gros hit du lancement, bien sûr, c'est Halo, donc c'est pas fait par Sega. Et ça tombait à pic comme style de jeu, à une période où on aimait bien tirer sur des choses. Ça s'impose comme le FPS phare de la gêne. Il y avait un bon game feel pour ceux qui aiment ça, et une vraie identité avec ses grandes plaines vertes et son héros vert. La console est verte en plus, enfin noire et verte, donc ils pouvaient pas trouver une meilleure mascotte pour la console. Mais j'ai l'impression que c'est surtout un truc de ricain. Si t'es pas fan de tir, bof. Sur certains jeux, on voit bien qu'on est sur une 128 bits de luxe. Outrun 2, j'ai kiffé la modélisation des voitures, les reflets, les effets de lumière, la fluidité. Le jeu est très beau dans l'ensemble. Et on gagne en ambition. Dès le début de la Xbox,
un jeu comme Elder Scrolls 3 Morrowind, on n'imagine pas ça tourner sur une PS2. Un grand open world avec des villages vivants. Déjà que sur Xbox le framerate est pas ouf, mais alors j'imagine pas ça tourner ailleurs. Half-Life 2 aussi, c'est une exclue à ce moment, et ça se comprend vu comment il est assez fou parfois techniquement, pour sa gestion de la physique, mais aussi pour tout ce qui se passe en mise en scène, dans l'arrière-plan, des gros vaisseaux qui te passent au-dessus de la tête. C'est pas un jeu multi-support pour une bonne raison. Puis le remake de Conquer Bad Fur Day, il est somptueux pour l'époque. Tu vois chaque poil sur le pelage de Conquer. C'est super coloré et chatoyant. Le jeu arcade que je retiens le plus, c'est Outrun 2, de loin. Je vous en ai parlé, les graphismes ultra fluides, la gestion des dérapages, le feeling de la conduite avec cette super manette, les gâchettes trop agréables pour accélérer, les chouettes vibrations qui s'adaptent en fonction des pistes sur lesquelles tu roules, et les musiques qui tuent, la replay value avec les différents tracés, c'est une dinguerie ce jeu. Sinon j'ai kiffé Shenmue 2, Conquer Live and Reloaded, et niveau exclu, je peux vous conseiller le premier Fable, la killer app solo de la Xbox selon moi. Depuis la PS1, je pense que c'est la seule console qui a changé sa manette midlife, plus petite, adaptée pour le marché japonais, et qui se rapproche des manettes traditionnelles à la 360. C'est ergonomique, mais j'avoue que je préfère la Duke. Je trouve les gâchettes plus longues et plus agréables. La Xbox, c'est presque un premier pas vers la génération suivante, avec de tels perfs. Plus un bête de disque dur intégré. Il n'y a même pas besoin de carte mémoire en fait. Et surtout, le jeu en ligne qui commence avec le Xbox Live. Et rapidement, il va y avoir plein de jeux à l'américaine, surtout des trucs de tir militaire, après le succès d'Halo. Halo 2 qui va cartonner en online. Mais à sortir des jeux aussi ambitieux pour de la console, finalement, c'était quand même pas un PC la Xbox. Et pas mal de gros jeux comme Halo, Morrowind ou Half-Life 2 sont pas très fluides niveau framerate, par rapport à une GameCube qui a des jeux plus simples parfois, mais qui a une bonne fluidité plus souvent. Finalement, la Xbox n'aura pas vécu hyper longtemps par rapport à nos standards actuels. Parce que dès 2005, la vraie nouvelle génération arrive avec la console qui va la remplacer. Mais on va en parler plus tard. On va passer très rapidement sur les boîtes de jeux. D'abord la Dreamcast, c'est très inspiré par les boîtiers plastiques PS1, c'est-à-dire le format carré. C'est pas exactement la même coque, mais en termes de taille, d'épaisseur et de fragilité, c'est très comparable. Alors que les autres consoles 128 bits, c'est juste des boîtiers de DVD. Sauf la GameCube, vu que les disques sont plus petits. Au Japon, ils ont fait aussi des boîtes plus petites. Mais en Europe, ils ont dû se dire qu'on les verrait moins dans les rayons, donc ça garde le format des boîtes DVD normales, même si le disque est plus petit qu'un DVD standard.